Ils étaient près de 700 mardi soir, réunis sur le parvis des droits de l'homme pour dire non à l'antisémitisme et à la haine. Un rassemblement qui s'est déroulé dans de nombreuses villes de France à l'appel du Parti socialiste, rejoint ensuite par une vingtaine de partis politiques. Un rassemblement organisé alors que les actes antisémites ont bondi de 74% l'année dernière, en passant de 311 à 541 signalements en France. Une tendance qui se confirmait encore hier matin lorsque 80 tombes du cimetière juif de Katzenheim en Alsace ont été profanées. Hier soir, devant le centre Pompidou à Metz, de nombreux citoyens, mais également des élus, étaient présents. Ce ne sont pas des actes banals, dans la mesure où effectivement l'antisémitisme a servi de support à une haine extraordinaire à travers la Shoah il y a maintenant 80 ans, et parce que la France est une république où tous les citoyens se valent. Nous sommes des citoyens unis, et ce soir nous sommes à côté de nos amis de la communauté, parce qu'il était important de montrer que ça suffit. Samedi, lors de l'acte 14 des Gilets jaunes, le philosophe Alain Finkielkraut a été insulté dans les rues de Paris par une poignée de manifestants. Une agression vivement condamnée par les politiques, mais également par des gilets jaunes. Ce ne sont pas de vrais gilets jaunes, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est facile de prendre un gilet jaune, de l'enfiler et de casser quelque chose, ça discrédite carrément notre mouvement. Nous, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche, on a des revendications, mais que les gens soient juifs, musulmans, quelle que soit la religion, l'ethnie ou les origines, les taxes, ça touche tout le monde. Hier soir, dans toute la France, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont donc réunies afin de protester contre la multiplication des actes antisémites. On peut chauffer lorsqu'il fait moins 20 à l'extérieur, on chauffe la serre. Timothée Croteau arrive à cultiver ses légumes par moins 30 degrés. Ce Québécois était l'invité de la Chambre d'agriculture des Vosges à Épinal. Ses jardins sont une référence en la matière. Chaque endroit est particulier, ses difficultés. Nous, on a un climat rigoureux, etc. Plein de choses qui nous offrent des embûches. Mais on a développé une expertise chez nous. Favoriser la vente directe pour une agriculture plus locale, c'était notamment l'une des problématiques abordées lors de cette rencontre. La question est alors de savoir comment valoriser les circuits courts. On a beaucoup à apprendre effectivement, nous dans les Vosges sur le maraîchage, parce que c'est pas une culture très dominante aujourd'hui, mais on a des choses à faire sur l'ensemble du territoire là-dessus. Il faut réfléchir effectivement à l'agriculture de demain, en partant de l'agriculture d'aujourd'hui, parce qu'on a l'agriculture que l'on a, avec les acteurs que l'on a, et de voir effectivement, en parallèle des circuits longs, comment on peut valoriser les circuits courts. Pouvoir vivre de sa culture, c'est un véritable enjeu pour les petits agriculteurs. Entre proximité et bénéfice, cette conférence était l'occasion pour certains d'apprendre et d'obtenir de l'inspiration. Je m'installe moi depuis cette année en montagne également, donc je pense que le Québec est là où je m'installe, c'est plus en rapprochement, on va dire. On est dépendant du climat, il n'y a pas de mystère, et il faut aussi convaincre les gens. Il faut se faire connaître. Je pense que ça va être une grosse difficulté, moi, pour me lancer. Dans les Vosges, comme partout en France, manger local est devenu une préoccupation première. Les jardins de cocagne à Taon-les-Vosges en sont l'exemple. Et ouverts seulement depuis octobre, les jardins de Galilée près de Saint-Dié prouvent qu'il existe un véritable marché. Sous le ciel bleu d'Hayange, une guerre ouverte se joue depuis 3 ans. Le conflit entre la municipalité frontiste et la section locale du Secours populaire n'en finit pas. Jugeant l'association politisée, Fabien Angelman lui a ordonné en 2016 de quitter le local municipal. J'ai rien contre le Secours populaire en règle générale, mais là, nous avons une association locale qui est infiltrée par l'extrême gauche. Donc si c'est pour utiliser l'image de cette association pour faire de la politique, non, ça ne peut pas fonctionner. Devant le refus des bénévoles de rendre les clés, le maire a coupé leurs subventions, l'électricité et le gaz. Contraint par la justice à rétablir le courant, il vient de déposer un référé d'expulsion au tribunal de grande instance de Thionville. On a une association, une section locale du Secours populaire qui occupe sans droit, ni titre,
ni bail, ni mise à disposition gratuite, ni assurance, un local municipal. Donc là, on est complètement dans l'illégalité. Prêts à se battre une nouvelle fois, les bénévoles du Secours populaire affirment être dans leur bon droit, attestation d'assurance à l'appui. Quant à l'absence de documents signés, ils l'expliquent par la conclusion d'un contrat de location oral. C'est un bail oral qui avait été à l'époque fait donc, avec la mairie et les mairies, mais à l'époque, donc 78, ça date pas d'aujourd'hui. Et on a toujours fonctionné comme ça et ça n'a jamais gêné les mairies successives, quelle qu'elle soit leur couleur politique. Mais là, M. Angelman, lui, apparemment, ça le gêne parce que, en fait, c'est plutôt maintenant de l'acharnement, du harcèlement vis-à-vis donc, de notre association. Reconnu d'utilité publique en 1985, le Secours populaire français œuvre contre la pauvreté et l'exclusion. À Hayange, 980 personnes y sont accompagnées tout au long de l'année, des bénéficiaires qui ne comprennent pas l'action de leur maire. Je pense que c'est complètement ridicule parce que tout simplement ils sont là pour aider les gens qui sont en difficulté comme nous. Moi je suis pas ici, mais là c'est ma petite sœur et je trouve que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont là pour nous aider, pour aider les gens. Déterminés à aider les Hayangeois dans le besoin, les bénévoles ont lancé une pétition en ligne. En 3 jours, elle a déjà recueilli plus de 26 000 signatures. L'avenir du Secours populaire se jouera devant le tribunal de grande instance de Thionville le 5 mars prochain. Malgré ses 30 ans d'expérience, il a fallu près d'1 an de travail pour concevoir cette sculpture en chocolat. Elle représente à échelle réduite la chaîne du Mont Blanc. La grande vallée blanche qui est une descente mythique en ski ou en surf. Et là nous avons le maillet pour pouvoir déguster. Voilà, on casse tout. Casse la montagne. Ce sont des sommets gourmands. C'est une collection de montagnes. Donc le premier, c'est la chaîne du Mont Blanc, qui fait 60 cm de long, 1 kg de chocolat, dans différents arômes. On est capable de faire ça aujourd'hui grâce à la technologie. Technologie car, pour réaliser ces moules, Philippe Gérard a fait appel à une société auboise spécialisée dans l'imagerie 3D. On a acheté des fichiers à la NASA qui viennent d'une expédition de 2001 où ils ont cartographié la planète entière, notamment les montagnes, et la société Okenit est capable d'interpréter ces fichiers qui ont été réalisés par la NASA. Donc on a refait toutes les élévations qui sont nécessaires pour réaliser un moule et interpréter ce qu'on avait en facettes pour que ça soit un peu plus artistique en s'inspirant d'Orlinski. Donc on lie les deux technologies des images en 3D et le métier artisanal de chocolatier. On aimerait que la personne qui soit devant la montagne au chocolat puisse prendre son smartphone, télécharge une appli et qui puisse comprendre où se situe le Mont Blanc, l'aiguille du Midi, les dents blanches, etc. Pour ses créations, il a fait appel à d'autres fournisseurs afin de proposer une expérience de dégustation et la promotion du savoir-faire dans d'autres métiers. On a décliné la montagne en tablette qui fait à peu près 200 à 300 grammes selon si elle sera fourrée ou pas, en praliné, ganache ou autre. On a aussi conçu avec l'atelier d'Ariane un sac isotherme en forme de doudoune qui est un très bel objet. Donc, la société Valrhona, qui est mon fournisseur de chocolat, vient de faire des déclinaisons de chocolat qui sont extrêmement technologiques. On récolte des fruits à maturité, on les déshydrate, les pulvérise, les mélange avec du beurre de cacao et du chocolat, ce qui fait des chocolats aux fruits 100% naturels, sans aucun produit aromatique ou colorant. Le problème, c'est pas d'avoir les idées, c'est de pouvoir les concrétiser. Donc c'est encore une fois une rencontre des hommes, quoi. C'est pas que de la technologie. Ces 50 premiers coffrets numérotés seront commercialisés d'ici une quinzaine de jours. Le Mont Blanc, le Mont Fuji, les Pyrénées, l'Himalaya sont d'ores et déjà en projet. Donc on fait descendre la sonde jusqu'au niveau d'eau. À partir du moment où ça va sonner, on va atteindre le niveau d'eau, on va lire la mesure au niveau du bord du piézomètre. Voilà. Avec cet appareil, Didier mesure le niveau de la nappe phréatique. Sur ce piézomètre, situé à Oberscheffolsheim, cet agent de l'APRONA, l'association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace, réalise un prélèvement tous les 4 mois. Des données qu'il récupère ensuite avec un ordinateur portable. Sur ces points-là, on fait des mesures de
de niveau et également des mesures de température, les variations de la température de la nappe. Donc ici par exemple on a une température de un peu moins de 12 degrés, ce qui est à peu près la moyenne sur la nappe d'Alsace. Les données récoltées permettent de tracer des cartes à l'échelle rhénane. Si les niveaux sont régulièrement relevés, la qualité est aussi évaluée. L'APRONA vient de publier une étude sur la pollution de la nappe phréatique et celle-ci inquiète. 44% des 800 points de mesure étudiés en Alsace dépassent les normes de potabilité. À l'origine de cette pollution, l'activité humaine. Nous connaissons déjà les pesticides et les nitrates, donc plutôt à utilisation utilisée dans le milieu agricole. Et nous avons donc pour la première fois relevé à cette échelle des pollutions d'origine plutôt domestique et industrielle. Il est déjà reconnu que l'activité agricole pollue fortement en nitrates et pesticides. Mais des nouvelles substances dangereuses pour la santé, provenant de médicaments, de produits désinfectants, de blanchiment ou encore des vêtements imperméables ont été retrouvées. Des pollutions d'origine domestique et industrielle. Il suffit, par exemple pour les industriels, dans un processus de fabrication quelconque, d'utiliser l'une de ces substances, que ces substances soient lessivées par de l'eau de nettoyage ou bien dans un processus de fabrication. Donc, elles se retrouvent dans la station d'épuration qui n'est pas forcément dimensionnée pour abattre cette pollution et donc elle peut se retrouver dans le milieu naturel par ce biais-là. Si 80% de la population alsacienne est alimentée en eau potable par la nappe phréatique d'Alsace, le danger ne se trouve pas dans l'eau distribuée par le robinet, mais bien dans les ressources d'eau naturelles mettant en péril la faune et la flore.